Chers collègues, mesdames et messieurs, dans ce livre remarquable, Aurore Gayet écrit qu'il n'y a pas d'équivalent français à l'expansion de l'étendue et de l'efficacité des droits fondamentaux allemands. Cela est exact, et j'aimerais ici souligner combien la situation actuelle en Allemagne remonte seulement en partie à la loi fondamentale elle-même, à cause de leur formulation lapidaire qui laisse presque tout irrésolu. Les droits fondamentaux dépendent bien plus que les autres normes constitutionnelles, et certainement que les règles du droit privé ou du droit pénal, de l'interprétation et de concrétisation, et même d'une théorie de leur signification et de leur fonction avant pouvoir être appliquées aux faits d'un litige. Cela explique l'importance d'une cour constitutionnelle dans les pays où elle existe. On sait peu de la signification des droits fondamentaux si on ne tient pas compte de la manière dont les juges les interprètent. La Constitution allemande de 1949 a certes mis fin à la faiblesse des droits fondamentaux qui prévalaient au XIXe siècle et encore sous la Constitution de Weimar en 1919. La loi fondamentale proclame cet effet dans son article 3, 1, section 3, que les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à titre de droit directement applicable. À partir de là, il n'était plus possible de nier la validité des droits fondamentaux pour le législateur ou de contester la qualité juridique à certains types de droits fondamentaux, notamment aux droits sociaux. Mais cela n'en laissait pas moins ouverte la manière et l'étendue dont les droits fondamentaux lient les pouvoirs étatiques. Déterminer leurs fonctions était bien le devoir des interprètes, soit la science juridique, soit la Cour constitutionnelle. Et le livre d'Aurore Gayet tire son importance justement de l'attention qu'elle prête à l'interprétation des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle allemande. Or, le résultat de cette interprétation est tout à fait épatant, comparé au rôle attribué aux droits fondamentaux avant la Seconde Guerre mondiale. Aurore Gayet identifie parfaitement l'arrêt Luth de 1958 comme le vrai tournant. Avant Luth, les droits fondamentaux étaient caractérisés par trois éléments. Ils étaient des droits subjectifs des individus, dirigés contre l'État, c'est-à-dire applicables verticalement, et de manière négative, c'est-à-dire interdisant des atteintes non justifiées dans la liberté individuelle. En outre, la Cour constitutionnelle était le gardien des droits fondamentaux, mais sa fonction était limitée au contrôle de la constitutionnalité des lois, tandis que l'interprétation et l'application de la loi étaient réservées aux tribunaux ordinaires. La possibilité d'un recours constitutionnel contre les jugements des cours ordinaires existait déjà, contrairement à la France, mais la Cour constitutionnelle n'avait pas vocation d'être un cours suprême en recours de cassation. Comme Aurore Gayet l'a décrit, le recours de Luth émanait d'un procès de droit civil. La question posée était donc l'application des droits fondamentaux entre personnes privées. Et pour répondre à la question, la Cour devait se demander quelle était la nature juridique des droits fondamentaux. Et c'est là qu'elle a affirmé que ces droits étaient certes en premier regard des droits subjectifs, mais qu'ils ajoutaient une autre fonction. Ils étaient aussi des valeurs ou des principes suprêmes de l'ordre juridique entier, donc aussi du droit objectif. En tant que valeur, principe objectif, il ne se bornait pas à l'application verticale,
mais gagnait aussi un effet horizontal. Cet effet se manifestait par voie d'interprétation de la loi ordinaire lorsque son application avait des effets limitants aux droits fondamentaux. Ce rayonnement des droits fondamentaux ouvrait la porte pour le contrôle des jugements des cours ordinaires quant à leur concordance avec les droits fondamentaux. Plus tard, en 1975, c'est-à-dire après la période qu'Aurore Gaillet couvre dans son livre, la Cour a tiré de la dimension objective des droits fondamentaux la conséquence qu'ils obligeaient l'État non seulement à s'abstenir de certaines ingérences de la liberté individuelle, mais aussi à protéger les libertés lorsque celles-ci étaient menacées non par les autorités publiques, mais par des acteurs privés, c'est-à-dire l'obligation de protection, Schutzpflicht en allemand. Dans cette configuration, il ne fonctionne pas comme des droits négatifs, mais comme des droits positifs. Considérés ensemble, l'arrêt lutte laissait inchangés les trois éléments horizontaux des droits fondamentaux, mais il les complétait par d'autres éléments, c'est-à-dire subjectif, oui, mais aussi objectif, vertical, oui, mais aussi horizontal, négatif, oui, mais aussi positif. Depuis lors, c'est la dimension objective qui a suscité le plus grand nombre d'innovations en matière des droits fondamentaux qui caractérisent aujourd'hui le droit constitutionnel allemand, avec le principe de proportionnalité qui se développait indépendamment de l'arrêt lutte et que l'on peut trouver tous dans le livre d'Aurore Gaillet. On parle en Allemagne de dogmatique des droits fondamentaux et Aurore Gaillet souligne à juste titre combien cette expression demeure parfois difficile à comprendre pour les Français. C'est-à-dire lire son ouvrage donne une porte d'accès à l'origine et la construction de cette dogmatique et plus largement l'origine de la révolution allemande opérée depuis 1958, lutte en matière des droits fondamentaux. Or, il me semble peu connu que cette notion des droits fondamentaux comme valeur ou comme principe objectif trouve son origine non pas en Allemagne, pas non plus à l'Angleterre ou en Amérique du Nord, mais en France. La notion objective était en effet à la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Certes, la France n'avait pas inventé les droits fondamentaux. La Révolution française a été précédée de la Révolution américaine. Il est vrai en outre qu'avant même la Révolution américaine, des libertés individuelles étaient reconnues en Angleterre, mais ces libertés anglaises n'obligeaient pas le législateur. C'est-à-dire, ils n'étaient pas encore constitutionnalisés. Le principe le plus haut de la Constitution anglaise non écrit était la souveraineté du Parlement, tandis que les libertés existaient au niveau du common law. Les habitants des colonies américaines avaient senti cette faiblesse quand ils se rapportaient aux droits des Anglais contre les mesures discriminantes du Parlement anglais envers les colonies, seulement pour apprendre que ces droits n'obligeaient pas le Parlement. L'acte important des Américains a donc consisté non pas dans l'invention des droits fondamentaux des individus contre l'État, mais dans leur constitutionnalisation, ce qui a supposé de leur accorder la primauté sur la loi. Mais parce que l'ordre juridique américain, sous les Américains vivaient dans la phase des colonies, était déjà libéral avant même la Révolution, les droits fondamentaux pouvaient s'épuiser dans la fonction négative. Ils protégeaient la liberté préexistante à l'échelle du droit ordinaire contre des ingressions par l'État. Mais ils n'impliquaient pas de réforme du droit ordinaire dans les anciennes colonies.
La Révolution française est d'un autre caractère. Tandis qu'en Amérique, la Révolution s'est terminée quand l'indépendance des colonies de l'Angleterre s'est achevée et la souveraineté transmise aux Américains, la Révolution française ne pouvait pas se contenter d'un remplacement du système politique fondé sur le principe de la souveraineté monarchique par la souveraineté populaire. La révolution politique était bien davantage la condition nécessaire pour le but plus important de la Révolution française, la réforme de la société et de l'ordre juridique tout entier. Le but central était de détruire le système féodal et le régime des corporations. Positivement, il s'agissait d'établir un ordre social et économique fondé sur des principes de liberté et des égalités des individus. Pour ce faire, les révolutionnaires n'ont pas commencé par une réforme du droit ordinaire, mais par la déclaration de 1789. Et dans l'Assemblée nationale, cet ordre n'était pas incontesté, mais la majorité avait senti la nécessité d'avoir des principes et des directives claires pour l'œuvre immense de réformer un ordre social complet. Je me borne de donner une citation de l'Assemblée nationale, parmi d'autres, celle du député Philippe Antoine Merlin. Messieurs, il disait, vous avez voulu établir en France un gouvernement libre, vous avez voulu faire régner entre tous les citoyens une parfaite égalité des droits, et sans doute vous avez voulu que votre ouvrage se soutienne. Dès lors, n'admettez donc rien dans vos lois civiles qui contrarient ce grand but. Vous savez combien il est important que dans tout le pays, les lois soient toujours modelées sur les principes de la Constitution. Vous savez que le rapport les unes avec les autres tient tous les ressorts du gouvernement dans une tension continuelle et que ces principes en reçoivent à leur tour une nouvelle force. Dans ce sens, si les droits fondamentaux précédaient la transformation de l'ordre juridique, ils ne pouvaient pas se contenter, comme en Amérique, de protéger un ordre juridique existant contre les ingérences de l'État. En tant que droit seulement négatif, ils auraient empêché la réforme de la société. Il fallait donc ériger cet ordre libéral avant que les droits fondamentaux ne puissent limiter les actions de l'État au maintien de l'ordre réformé. Tout au contraire, le premier rôle des droits fondamentaux était de fonctionner comme des principes objectifs selon lesquels le législateur devait reformuler le droit ordinaire. Seulement après l'établissement de l'ordre juridique libéral, les droits fondamentaux pouvaient adopter la fonction négative de limiter l'État. Dès lors, cette fonction apparaît comme la fonction classique des droits fondamentaux, tandis que la dimension positive tombait dans l'oubli. De même que la paternité de l'idée de la fonction objective des droits fondamentaux était oubliée en France, elle n'était pas connue à la Cour constitutionnelle allemande, et elle est maintenant entendue comme un produit allemand. En Allemagne, cette dimension objective devenait la source de la richesse épatante qui, selon Aurore Gaillet, sépare aujourd'hui encore la jurisprudence allemande de celle de la France. Or, il ne suffit pas de constater les différences, il faut aussi expliquer les raisons derrière les différences. Et c'est justement ce qu'Aurore Gaillet entreprend. Ces raisons sont multiples, et on les trouve tous dans le livre. Chacun d'elles pourrait devenir un projet de recherche. Certaines de ces différences sont institutionnelles, la composition des deux organes, le mode de sélection des juges, leur expérience professionnelle antérieure. Autre facteur institutionnel tient aux compétences des deux cours.
même après l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel, la Cour de Karlsruhe est beaucoup plus riche en compétences. Et un élément qui peut guère être sous-estimé tient à l'existence ou l'absence du recours individuel. On a parlé déjà. Il est prévu en Allemagne, mais pas en France. La Cour allemande est saisie d'environ 5000 recours individuels par an, et cela fait plus que 90% de tous les recours. On comprend que, au vu de ces nombres, les thèmes sur lesquels la Cour peut se prononcer sont beaucoup plus larges et beaucoup plus divers que ceux en France. Dans le même degré, la nécessité de concrétiser le contenu des droits fondamentaux, quoi. Un grand nombre des arrêts importants et innovateurs, parmi eux lutte, émanaient de recours individuels. Sans cette compétence, la Cour n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer sur ces matières. Ce qui compte également, ce sont des traditions, notamment les traditions centralistes en France, les traditions fédéralistes en Allemagne. Les systèmes fédéraux ont plus besoin d'un arbitre neutre que les systèmes centralistes. De même, je pense, la relation entre le principe démocratique et celui de l'état de droit joue un rôle important. En Allemagne, la tentative d'établir un système démocratique a échoué en 1848. À partir de ce moment, les intérêts de la bourgeoisie allemande se sont concentrés sur le renforcement de l'état de droit et par conséquent au droit administratif. Il me semble que jusqu'à présent, la démocratie joue un plus grand rôle que l'état de droit en France, tandis que c'est l'inverse en Allemagne. Le grand respect pour la Cour constitutionnelle peut trouver une racine ici peut-être. Et ici aussi, je ne peux que conseiller de lire les deux livres qui ont mentionné aujourd'hui aussi. De même encore, il faut ne pas négliger l'importance de ce que l'on résume maintenant sous la notion de culture juridique. Et comme Aurore Gaillet nous invite à y prêter attention, il faut souligner le rôle des techniques d'interprétation et d'application des droits fondamentaux, le rôle de la doctrine et de la méthode juridique, le style des jugements, plus discursif en Allemagne, plus autoritaire en France. La formation juridique est importante. En Allemagne, l'accent est toujours mis sur la solution des cas, c'est-à-dire orienté vers la profession du juge. La relation entre la science du droit et la justice est plus étroite en Allemagne et moins développée en France. Même si la France est toujours citée comme la mère du constitutionnalisme en Europe, le droit constitutionnel y a longtemps été négligé dans la formation juridique et en tout cas enseigné dans une manière très abstraite. Quand j'étais étudiant à la faculté de droit de Paris, 1962 et 1963, aucun cours de droit constitutionnel ou des droits fondamentaux était enseigné. Je ne fais que citer ces éléments, mais il me semble important de les intégrer pour comprendre la puissance de la Cour constitutionnelle fédérale allemande et sa jurisprudence. Proposer un livre à la manière d'Aurore Gaillet n'a donc rien de seulement descriptif. Il permet de réfléchir et de comparer les systèmes. Il est un résultat important de la recherche comparative afin de mieux connaître son propre système de droit et ses particularités au moyen d'un système étranger. On s'aperçoit que ce que l'on prend comme évident ou comme sans alternative est en vérité conditionné et contingent. Donc un livre comme celui d'Aurore Gaillet n'instruit pas seulement les Français sur l'Allemagne, mais aussi les Allemands sur leur système propre. Et le livre certainement mérite une traduction en allemand. Merci beaucoup.